les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 5 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Bonsoir Jean-Mi. Et avec Jean-Mi ce soir, Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. Bonsoir. Alors après le triomphe planétaire de The Artist, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouveau film, The Search, un film sur la guerre en Tchétchénie. Ouais. Un film sur la guerre en Tchétchénie. Au départ, c'est un pari perdu avec Jean Dujardin. Raymond Domenech. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir, Raymond, notre TTO de la semaine. Après le fiasco de la Coupe du Monde en 2010, tout le monde pensait que vous ne trouveriez plus de travail dans le sport. Et pourtant, depuis 1 an, vous êtes vendeur au rayon football du Décathlon des Halles. Bravo. Vous nous parlerez de votre bouquin « Mon dico passionné du foot » chez Flammarion. Ludovic Lefebvre. Alors, parti de rien, vous êtes devenu un chef star aux USA. Vous faites partie des exemples de réussite à l'étranger. Vous confirmez qu'aujourd'hui, pour s'en sortir en France, que ce soit dans la cuisine ou le djihadisme, il faut partir. Oui. Vous êtes notre téquitois de la semaine, voilà. Et Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « De pire en pire ». Ouais. Qui, malgré son titre, ne parle pas du quinquennat de François Hollande. Presque, un petit peu. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons le terrien du samedi 20h ce soir, Macha Merrill et Michel Legrand, qui se sont aimés, qui se sont quittés, qui se sont retrouvés et qui se sont mariés 50 ans après. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Jean-Mi, c'est quoi ça, un aspirateur? Il me suit partout. Je sais pas ce qu'il a. Je crois qu'il est amoureux de moi. Ah, un aspirateur amoureux de Jean-Mi. Et on commence avec notre TTO de la semaine. Raymond Domenech, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir ce soir, Raymond. J'imagine que si vous avez choisi de venir dans l'émission de Canal présentée par le seul mec qui connaît rien au football, c'est pas par hasard. Ah bon, il y en a qu'un? Alors, Raymond, vous êtes celui qui a réussi l'exploit d'avoir été plus impopulaire que François Hollande. Bravo, à tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, en 2010, vous étiez tellement haï que parfois vous êtes demandé si vous auriez pas mieux fait de violer un enfant, des fois, non? Oh. Vous avez déclaré, si je m'avais en face de moi, je me haïrais. Pour quelle raison qu'on voit si c'est les mêmes? J'ai effacé tout ça. Ah bah, j'ai effacé le miroir, je suis passé à autre chose. Alors après la Coupe du Monde, vous êtes fait virer donc, par la Fédération française de football. Vous êtes inscrit à Pôle emploi dans le 15e arrondissement. Le problème, c'est quand on a été sélectionneur de l'équipe de France de foot en Afrique du Sud, c'est dur de retrouver un job d'entraîneur. C'est même dur de retrouver un job tout court, en fait, non? Oui. Oui. On m'avait bien proposé de faire 2 heures de piscine le soir, 1 fois par semaine. Ah oui? J'aurais dû garder le papier, c'est vrai. À l'époque, vous étiez tout seul. Non, j'avais ma famille. Alors ensuite, vous avez fait la pub bwin, qui est un site de poker en ligne. Sur France 3, vous avez fait l'étoffe des champions, qui n'a pas duré super longtemps. Vous avez travaillé sur ma chaîne Sport. Vous étiez chroniqueur de Tribune Foot. Vous avez fait On refait le monde avec mon ami, Marc-Olivier Fogiel. Oui, on s'est réconciliés. C'est vrai. Après, vous avez fait égérie de Sport 2000 et consultant pour Europe 1 pendant la dernière Coupe du Monde de foot. C'est exact. Ouais, c'était dur comme époque. On est dans le désert depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, Raymond Domenech, vous revenez avec un nouveau livre,
Mon dico passionné du foot. C'est publié chez Flammarion. C'est un dictionnaire amoureux, autobiographique, mais aussi un tir au pigeon. Hein. Ah non, il y a plein de gens que j'aime bien dans ce bouquin. Il y en a Ouais. plus d'ailleurs que j'aime bien, dont je parle, que les autres. Alors, il y en a qu'un qui n'en prend pas pour son grade dans ce bouquin, c'est vous. Hein. À D comme Domenech, il n'y a rien. Les autres l'ont fait pour moi assez longtemps. Ah, d'accord, c'est une bonne réponse. En fait, sérieusement, la seule erreur que vous reconnaissez, c'est d'avoir lu la lettre des joueurs devant le bus. Quoi. Ça, vous dites, ça, j'ai fait une connerie. Et on est tous pareils, il y a plein de choses qu'on fait dans sa vie, puis à un moment on se dit, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Ouais. On n'a pas d'explication. Des fois, il y a des questions que vous avez posées en vous disant, comment j'ai pu poser une question pareille? Alors, vous parlez d'Anelka, dans votre dictionnaire, vous dites c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'être un mec super, et puis Ouais. de temps en temps, il a des certitudes, il fait comme il lui veut, et tout d'un coup, il devient... C'est vrai qu'il vous a dit ça? non, Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Comme ça, on le saura. je ne sais plus. Vraiment, en plus, mais c'est pas ça. En même temps, Raymond, si vous ne vouliez pas entendre des choses comme ça, il fallait faire du golf. Alors, concernant Zidane, vous dites que 8 ans après, vous ne lui avez toujours pas pardonné le coup de boule. Vous dites, j'ai encore l'impression que c'est moi qui l'ai pris, ce coup de boule. Ça ne veut pas dire que je ne lui ai pas pardonné. Ouais. Ça veut dire que j'étais content qu'il devienne entraîneur, justement, pour qu'il se rende compte, quand on est placé de l'autre côté, Ouais. et qu'il y a un joueur qui lâche, parce Ouais. qu'il a lâché à ce moment-là, Ouais. comment lui, maintenant, il va devoir réagir à cette situation-là. Alors, Ribéry, quand même, c'est pas passé. Hein. Si, j'explique, encore une fois, c'est pas, tout ce que je dis, c'est pas des condamnations, c'est des explications. Ouais. J'explique où il en était à ce moment-là. Bah, ce il que vous n'était dites- pas bien. Ce qui lui, Bah, il était ce qui pas lui bien. est tombé sur la tête, c'était pas... À cause de l'affaire Zaya, il Oui. n'était pas bien, effectivement. Non, c'est ça. Et il a fait supporter à l'équipe de France ce qu'il venait de vivre dans l'épisode Zaya. Bah, c'est compliqué quand on se retrouve avec toutes les femmes qu'il est là, Ouais. avec la sienne. C'est T'as un raison. truc qui était compliqué. Ça, c'est sûr, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre en plus. C'est pas Alors, facile. est-ce que vous pensez que l'affaire Zaya, c'est un complot, sérieusement? Je l'ai dit dans le bouquin. Oui. Je me suis posé la question réellement. Son métier, c'était quand même d'avoir des clients. Et il Ouais. n'y en a que 2 qui sont ressortis sur la liste. Ouais. Et 2 footballeurs. Ouais. À un moment précis. Je Ouais. me dis, c'est peut-être pas un complot, mais Comme par hasard. réfléchissez. quand même, ouais. Voilà, Comme je par veux dire, hasard, ce c'était qui est marrant, elle n'a pas fait le hasard. même tarif. Elle a fait plus cher à Ribéry. Face à l'eau. Mais c'est vrai. C'est un peu bizarre. Alors, vous avez pensé quoi de la Coupe du Monde au Brésil là? Vous étiez donc chroniqueur sur Europe 1. Quelle morale vous en tirez? Ils sont allés où ils devaient aller. Ouais. Quand on a regardé les calendriers, on s'est dit, on est sûr, en quart, on va en Allemagne. Moi, j'aurais pu faire Ouais. tous les paris du monde, c'était Ouais. ça. Ouais. On espérait quelque chose Ouais. qui s'enflamme Ouais. à ce moment-là. Mais ils étaient trop jeunes, un manque de maturité, Ouais. d'expérience par rapport aux Allemands. Mais ils ont l'euro qui arrive, Ouais. je pense que là, ils seront bien. Vraiment, vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas eu ce coup de boule de Zidane, vous seriez un héros national aujourd'hui. C'est peut-être président de la République. Bah, ça serait peut-être pas plus mal. Alors Mathieu Madénian, rebonsoir. Vous étiez le mec qu'on voyait chez Drucker. Vous êtes devenu le mec qu'on voit plus chez Drucker. Pourquoi? La vérité, c'est que Michel Drucker est mort depuis 5 ans et il n'y a plus d'émissions enregistrées. Voilà, c'est pour ça, en fait. Tout était enregistré, Exactement, en fait. tout est enregistré. Et là, vous êtes au bout du stock. Là, ils n'ont plus rien. Il vous avez énormément appris quand même, Michel Drucker. Comment dormir pendant une émission sans que les gens s'en rendent compte. Non, il m'a beaucoup appris. Et c'est grâce Ouais. à lui que je remplis mes salles maintenant. Donc, merci. Bon, merci Michel. Merci, Michel. Michel, Merci. si tu nous regardes. De toute façon, vous, votre vie, c'est la scène, c'est vrai en plus. Oui, je fais ça que pour ça. D'ailleurs, on va le dire, le Mathieu Madénian One Man Show sera le 20 novembre à Tours, C'est ça. le 22 novembre à Bordeaux, le 5 décembre à Marseille et le 14 décembre à Lille. Voilà. Exactement. Et on regarde à quoi ça ressemble. On pouvait dire ce qu'on voulait de Ben Laden, mais honnêtement, le mec était fort. Le mec, c'était le chef des kamikazes, et lui-même, il n'était pas kamikaze. C'est beau quelque part. Non mais qu'est-ce qu'il disait aux mecs pour les motiver? Mustapha, te prends pas la tête. T'essaies une fois, si ça te plaît pas, on arrête. Mathieu Madénian. Alors la tournée, c'est la grande vie, hein, regardez. Oh non. Et alors les gonzesses, Oh là là. Oh non, non. Attends, non, mais...
Mais c'est quoi ça? C'est un plan à 8 ou un gangbang inversé? Ça, c'était à... Ah ouais, c'était à Beauvais, quoi. C'était même pas en France. Alors, il y a la scène, et puis il y a aussi le livre. Ça s'appelle Mathieu Madénian de Pire en Pire, aux éditions du Cherche Midi. Dans les trucs très drôles, il y a par exemple plus d'un jeune sur deux a peur pour son avenir professionnel. Les autres font partie de la famille de Michel Drucker. Oui, c'est génial. Drucker, il finissait son émission, et après, il disait tout de suite le journal présenté par Marie Drucker. Ouais. C'est génial. quand même dingue, ouais. Moi, je veux qu'il m'adopte, en fait. C'est Ouais. ça. Et Patrick Fiori, alors. Patrick Fiori qui est arménien, en fait. Oui, en fait, il s'appelle... Son vrai nom, c'est Chouchanian. Ouais. Fiori, il a pris un prénom corse. Parce que Fiori, en arménien, ça veut dire homme qui change de nom pour avoir une maison en Corse sans qu'elle explose. Voilà pourquoi. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il a changé de nom. Mais c'est Chouchanian. Et alors, il y a la scène, Mathieu. Ouais. Il y a les livres et le cinéma. Oui, j'ai eu 2 petits rôles. Ah ouais, dans Tu veux pas avec Sophie Marceau et Patrick Ouais. Bruel. J'imagine que vous allez continuer le cinéma? Je sais pas, j'espère, on verra. Ah oui, peut-être, oui, c'est vrai que... Bah oui. Je suis pas cher, hein. Vas-y, tu peux y aller. Hein. On a la chance quand même d'avoir un réalisateur oscarisé avec nous. Je vous propose de montrer ce que vous savez faire D'accord. avec Jean-Mi. D'accord. Je vais faire une battle casting avec Jean-Mi. D'accord. Et à la sortie, Michel choisira quel acteur il prend pour son prochain film. Jean-Mi, s'il vous plaît. Ouais, il atterrit quand même beaucoup mieux que Philae, là. Alors, les jouets, Ouais. vous d'abord, la peur bleue, et ensuite, Jean-Mi jouera la peur bleue. La peur bleue. C'est pas mal. Jean-Mi, pas mal. Bon, maintenant, la tristesse enfantine. Oh, Ça, c'est bon, hein. c'est pas mal. Jean-Mi, Oh. Non, là, tu joues, là. ah, c'est pas mal. Mathieu, la moquerie. Jean-Mi, Non, ça, c'est la constipation. d'accord. La déception. Oh. Ça, c'est bon, hein. Ah, c'est beau. Jean-Mi, la déception. Oh. C'est pas mal. Je pense que Bérénice aime beaucoup le robot. Je pense que le cadeau de Noël de Bérénice Bejo est tout trouvé, Michel. C'est Mathieu Madénian. Oui, t'imagines T'imagines, je vis avec eux. Je suis le cadeau de Noël. Tu es leur robot. Je suis partout avec eux. La surprise, attention, la surprise. Oh là là, oui. Non, c'était bien, ça. Excuse-moi. Attends, Attends, excuse-moi, c'est très proche de la peur bleue. Oui, quoi. oui, en fait... Jean-Mi, la surprise. Attention, maintenant, mort de rire. c'est tout? Ouais. Pardon. Ça, c'est maximum. Jean-Mi, Jean-Mi est très en forme ce soir, vraiment. Attention, le soulagement. Quoi? C'est ça? Mais attends, mais je suis en plein truc et tu me chies mon truc, là. Te fous pas de ma gueule, je sais ce que t'as fait dans ta carrière, hein. Alors, on y va. Alors, à toi. Attention, le soulagement. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, parce que lui... Il fait ça, mais moi, c'est tout sur le visage. Oui, il est très Il y a américain. une le robot. gestuelle. Alors, Michel Hazanavicius, évidemment, qui a gagné? Ça dépend du film, en fait. Hein. Il est gentil. Non, je dirais Mathieu, parce que... Bien sûr. Mathieu. Désolé, hein. Bérénice, lui, c'est plutôt le robot, non? Ouais, moi, c'est plutôt le robot. Il Plutôt me le plaît bien. robot. Raymond? Ah, le robot, lui, je peux pas le sentir. Mais il joue pas au foot. Je m'en fous, moi. C'est pas grave. Alors Mathieu, la dernière fois que vous êtes venu, on a fait l'interview le pire de Madénian. Ouais. Ce soir, on va faire le meilleur de Madénian. Ah, génial. Votre meilleur souvenir chez Michel Drucker? Oui, une fois,
chez Drucker, on accueille vraiment des grosses stars, vraiment. Et des fois, il y a des gens... Pourquoi tu vois? Tiens, allez, comme quoi, tu vois, c'est pas tout le temps. Et une fois, on accueille un mec qui s'appelle Frédéric François. Ouais, C'est ouais, moi- énorme. Non, mais je sais pas, moi je pensais que c'était à la base un coiffeur, tu vois. Et Drucker m'appelle 2 jours avant l'émission, il me dit, je suis emmerdé, j'ai parlé à Frédéric François, il te connaît pas. Alors je lui dites rien, dites-lui que je suis journaliste. Ouais. On va rigoler avec ça. Ouais. Et j'arrive, j'ai bonjour. Frédéric François, bonjour, vous avez chanté Mon cœur te dit je t'aime. C'est vrai que la phase B, c'était Mes couilles te disent merci. Tu vas beaucoup manquer à Drucker. Ça, c'est passé. C'est Ouais. passé, ça. Votre meilleur fan? C'était à Avignon cet été. Il y a un mec qui vient, moi j'étais en train de téléphoner à ma mère, il y a un mec qui vient me voir, il fait je peux avoir un autographe s'il vous plaît? Et je lui dis excuse-moi, je finis de téléphoner et il me dit je vous rejoins, vous êtes assis là-bas, je vous rejoins, vous êtes en train de manger. Je finis ma conversation, j'arrive vers lui, il était avec sa femme et je fais voilà, bonjour, je viens pour l'autographe. Et là il me regarde, il y aura sa femme, il fait ouais mais là on mange. Ouais. Je suis parti en moonwalk. Votre meilleur souvenir d'enfance? C'est quand j'ai rencontré mes parents. Ah. Vraiment, c'est un bon souvenir. Ouais. Et votre meilleur hôtel? Le Martinez, c'est une histoire vraie. J'arrive Ouais. au Martinez et on joue à Cannes, tu sais, pour le Festival du Rire. Et on me file une super chambre. Et le mec de l'hôtel, on arrive un peu bourré avec mon équipe, il dit on vous a filé la plus belle suite, donc pas de conneries ce soir, monsieur Madélian Chemelin, ça va, pas... Bon. Je dors tranquille, le lendemain, le petit-déj arrive, je le commande. Et comme le café, il est chaud, je mets le truc sur le lit et je vais me doucher. Et je laisse la porte ouverte, tu sais, on est Aïe, aïe, aïe. Et là, je me douche et j'entends du bordel, tu vois. Je sors et là, il y a un cormoran sur mon lit, attends, qui est en train de bouffer mon petit déjeuner. Donc je vois ça, je fais comme tu sais, je fais ah, tu vois, je fais le mec courageux. Et là, le cormoran me regarde, il vomit sur le lit, il renverse tout, il va sur l'énorme télé et il chie sur la télé. Et attends, et il s'envole comme ça. Et là, quelqu'un tape à la porte. Le patron du Martinez qui a entendu le bordel, il rentre, il fait qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit le bordel, tu vois. Et je pouvais pas lui dire, il y a un cormoran qui est rentré. Je fais, eh ouais, j'ai chié sur la télé, voilà. C'est ça que j'ai fait. Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius, rebonsoir. Alors Michel, vous êtes le réalisateur le plus titré du cinéma français, puisque avec The Artist, vous avez remporté 129 trophées différents. Alors, c'est quand même dingue, parce que vous étiez, sur Les Nuls, l'émission, vous étiez réalisateur. Gagman, en fait. Ouais, voilà. Donc, le gagman de Les Nuls, l'émission, plus Thomas Langman, le producteur d'Astérix aux Jeux Olympiques, plus Dujardin, l'acteur d'un gars, une fille, et vous avez remporté un Oscar. C'est trop fort. C'est parce que j'y étais. Grâce à vous, Jean Dujardin, maintenant, fait des pubs pour du café avec George Clooney, alors qu'avant, il faisait Quick avec Bruno Salomon, hein, quand même. Alors, en fait, au départ, ce que les gens ne savent pas, c'est que The Artist devait être un film parlant. Et quand vous avez entendu l'accent anglais de Jean Dujardin, vous avez préféré en faire un film muet. Vous avez raison. Rien ne laissait présager un tel succès planétaire. D'ailleurs, dans l'avion qui vous ramenait à Paris après le tournage à Hollywood, vous avez dit à Bérénice que, faute de distributeurs aux États-Unis, il faudrait faire un DVD pour le montrer, c'est énorme, pour le montrer aux techniciens. C'est incroyable. Ben oui, mais on ne pensait pas du tout le vendre aux États-Unis. Enfin, Ouais. on ne savait pas du tout ce qu'on avait entre les mains, en fait. Et vous, pareil? Oui, mais même je pensais que ce serait assez confidentiel comme sortie en Ouais. France, qu'il y aurait quelques cinéphiles, Ouais. que ça amuserait, mais on ne Ouais. pouvait pas imaginer. Mais enfin bon, comme tout succès, le vôtre a une face sombre. Et cette face sombre, c'est Fleur Pellerin. Je suis sûre que vous l'avez oublié, mais un soir je vous avais vu, je pense, vous avez vu à une fête pour The Artist, mais il y a longtemps, ça devait être pendant la campagne. Et j'étais venue vous voir pour vous dire que mon rêve, c'était de jouer dans OSS 117 numéro 3. D'accord, ok. Même si je passe derrière comme Hitchcock, quoi. Voilà, C'est possible ou pas? Ben, s'il y a un OSS 117 Moi, j'adore, hein, numéro 3, Ouais, mais vous m'aviez dit à l'époque que c'était pas trop sûr, vous n'étiez pas sûr d'en faire un troisième, c'est tout.
C'est pas grave, parce que là, je suis un peu occupée, mais... Bah, en plus, là, ça va être compliqué. Mais je garde en tête. Il est bien élevé. Hein. C'est génial. Je garde ça en tête. J'ai l'impression que c'est moi en casting. Alors, le film après The Artist, c'est pas le 3e épisode de OSS 117. C'est un film sur la guerre en Tchétchénie. Vous êtes dit, quand on a réussi à convaincre autant de gens d'aller voir un film muet en noir et blanc, pourquoi pas un film sur la guerre en Tchétchénie? C'est pas loin de ça, ouais. Ouais. Et s'il y avait un moment pour faire ce film-là, c'était bien après Ouais. cette espèce d'incroyable histoire Ouais. de The Artist, ouais. C'est vrai que vous êtes tellement bankable que vous auriez dit, je fais un film sur la vie de Nicolas Dupont-Aignan, vous auriez trouvé du pognon. Hein. Ouais, mais je me serais pas engagé, je pense. Non. Alors, ça s'appelle The Search. Ça se passe pendant la 2e guerre de Tchétchénie, en 1999. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fuit et qui rencontre Carole, vous, Bérénice Bejo, pendant que sa sœur, à lui, le recherche aussi. C'est une recherche parallèle. On voit aussi un soldat russe qui s'appelle Kotia. On regarde, ce sera plus simple, à quoi ça ressemble. What should the European Union be doing first? Everything is urgent. The people need everything. Tu veux venir? I've had a little boy at my place for the past few days. That's wonderful. Yes, but I'm not sure I can handle it. Would you help me? Despite everything that's happened to them, they're alive. And they have a right to a better life. Voilà, The Search. La guerre en Tchétchénie, c'est un crime contre l'humanité, dont on ne parle pas en fait. Oui, on en parle d'autant pas qu'ils ont perdu la guerre et que les peuples qui perdent la guerre n'ont pas le droit de raconter L'histoire l'histoire. est écrite par les vainqueurs, on le sait bien. Exactement. Vous avez vu un film de Fred Zinman qui s'appelait Les Anges Marqués, The Search en anglais. Et quand vous avez vu ce film, vous avez su comment vous y prendre. Oui, c'est-à-dire qu'en 1947, Fred Zinman fait un film sur un petit garçon qui sort des camps de concentration après-guerre, à un moment où personne ne parle des camps de concentration, et il fait un film émotionnel, il fait un film romanesque, il fait un film populaire, avec un sujet aussi difficile. Et j'ai trouvé que ce geste de cinéma, c'était un beau geste. Et donc j'ai voulu reproduire ce beau geste. Jusque-là, vous aviez fait des choses, vous étiez un peu au 2e degré, quoi. Ouais. Là, vous fondez l'armure, là. Oui. J'ai essayé d'enlever toute forme d'ironie, voilà, mais aussi parce que le sujet l'imposait, ouais. Alors, vous êtes issu d'une famille juive de Lituanie qui a fui les pogroms puis les nazis. Vous, Bérénice, vous êtes issu d'une famille qui a fui la dictature argentine. Donc, en fait, ce sujet vous est extrêmement personnel à tous les deux, non, Bérénice? C'est surtout lors de la projection à Cannes, quand j'ai vu le film comme ça, projeté en grand, où j'ai pris la mesure de ce que ça pouvait me raconter à moi personnellement. Et quand on voit tous ces gens en attente devant un checkpoint qui vont aller dans un autre pays pour se mettre sous des tentes et attendre peut-être des mois et des mois avant de savoir ce que leur vie va devenir, c'est vrai que ça m'a fait penser à mes parents qui ont quitté un pays pour aller ailleurs, sans parler la langue, sans avoir de travail. Au niveau de la forme, c'est hyper réaliste. La guerre est filmée d'une façon très crue. Et les cadavres sont particulièrement, c'est terrible à dire, bien filmés. Je ne sais pas si je dois vous remercier, mais oui, enfin, c'est des questions évidemment morales, politiques et cinématographiques qui se posent. Comment on filme la mort, comment on filme l'humiliation, la cruauté, l'injustice. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de musique, c'est pas mélodramatique. Il n'y a pas d'effets, de gros effets. Oui, alors, mais j'ai quand même essayé de faire du cinéma. C'est-à-dire que, évidemment, que le sujet m'imposait la sobriété, une forme de dignité. Mais dans ce cadre-là, j'ai essayé de faire du cinéma, bien sûr. Alors, le gosse est d'une justesse terrible.
Et le couple que vous faites avec lui, c'est... Il m'a mis la pression. Je dois dire que ce Ouais. petit-là, il se connectait très facilement avec ses émotions. Il pleurait en 2 secondes. Ouais. Il a une gueule, on a envie de le prendre dans les bras. Enfin, en 2 jours, tout le monde l'adorait. Donc, il faut jouer quoi, en face de personnalités comme ça, Ouais. très fortes. Alors, vous avez en commun d'avoir été tous les deux élevés dans le culte du cinéma. Vous, votre père, évidemment, réalisateur, donc c'est presque normal. Et vous, à la maison, on parlait beaucoup de cinéma, et vous alliez voir des films sur les grands boulevards où il y a un cinéma tous les 10 mètres à peu près, quoi. Oui, ses parents et mes parents ont beaucoup de choses en commun. Ouais. Ouais. Parfois, quand on se ressemble, on s'assemble et puis... Eh bien, vous assemblez très bien. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre T'es qui toi de la semaine. Hop, Ludovic Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, votre vie, c'est un reportage de l'émission Capital sur M6. Il est parti aux États-Unis vivre son rêve. Il est devenu le cuisinier des stars, la star des cuisiniers. Ou comment un petit Français inconnu a conquis l'Amérique. C'est vous. C'est moi. Amiral. C'est votre vie. Alors l'un de vos restaurants qui s'appelle 3 mecs est devenu culte. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est très difficile de trouver une place. Ouais, comme on dit, c'est sold out. Il faut arriver à l'heure, bien que ça soit très mal indiqué. Oui, si tu n'arrives pas à l'heure, moi je commence le repas. Hein. Il faut payer d'avance aussi. Il faut payer d'avance aussi. Si tu viens pas, je garde l'argent. Vous voulez pas qu'on fasse les courses non plus? Bah, Payer d'avance. ça serait bien, ça serait moins. Ça veut dire quoi, tu ça, payes d'avance, tu payer achètes un ticket. C'est comme si tu vois un match de Lakers ou un concert ou au cinéma. Tu achètes ton ticket à l'avance, tu viens pas, tu perds l'argent. Et voilà. Je fais ce que je veux, tu Voilà. manges ce que je veux. Et si Ouais. tu as d'allergie, tu viens pas manger, s'il te plaît. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Chez lui, il n'y a que des stars, mais pourquoi? Quand on a eu un Oscar, vous offrez un café, c'est ça, non? Bah, non, c'est vrai, j'ai cuisiné pour tout le Hollywood. Dites-moi un peu les stars qui viennent chez vous, là, que ça... en rêve. Tiens, mon nouveau restaurant Petit 3, qui est venu la première semaine, c'était Justin Timberlake. Il a envoyé, voilà, ça c'est un Instagram de Justin Alors ça, c'était Timberlake. délire. Il est venu manger, il a mangé la lunette au boursin, il a adoré. Il a fait un Instagram, 200 000 personnes ont adoré. Tu aurais mon Instagram. Oh la vache, génial, génial. Et maintenant, je suis super copain avec lui. J'étais avec lui la semaine dernière, avec dans Halloween Party. Avec Jennifer Lawrence, tout ça, enfin, tu as regardé ça, ah ouais. Moi, j'étais avec Dave la semaine dernière. Bien, on c'est autre chose. Alors, ce qui est très marrant dans son resto, c'est pour que ça soit encore plus typiquement français, il demande à ses employés de faire grève de temps en temps. Ça, j'ai bien appris, ça. Ça, c'est formidable. Ça, j'ai bien emmené avec moi, ça. Alors, vous avez également participé à beaucoup d'émissions culinaires, hein, The Taste. The Taste, ouais, où je suis mentor dans le show. Je passe sur ABC. J'ai un accent d'anglais terrible. Personne ne comprend quand je parle. Mais les Américains, ils aiment bien. Alors, Ludovic, on va regarder à quel point les Américains sont fous de vous. My name is Ludovic Lefebvre, and I'm the chef owner of Ludobite in Los Angeles. And I have to say, I love this name and I love your tats. Ludovic Lefebvre! How intimidating is it to cook for Sir Elton John? That's very intimidating to cook for Sir Elton John, trust me. But we're pretty sure this tattooed culinary star can find his way around the kitchen just fine. Et voilà, comme quoi, pas besoin de parler anglais pour réussir aux États-Unis. Avec votre accent de merde, vous y arrivez très bien. Ah bah, j'arrive très très bien. Alors, Ludovic, vous avez fait vos classes sous les ordres de très grands chefs, Gagnère, Guy Martin, Marc Menot, Alain Passard. Et après le service militaire, vous rêvez d'Amérique. Ouais. Alors, Marc Menot vous recommande à l'Orangerie. Donc, vous arrivez là-bas. Et à l'Orangerie, coup de bol, quand le chef démissionne, vous prenez sa place. J'avais 25 ans, hein. Ouais. Donc c'était quand même pas mal de pression, quand même. Et un jour, vous en avez marre. Ouais. Et là, alors, vous ouvrez des pop-ups. Oui, c'est moi qui ai créé le concept, les pop-up, les restaurants éphémères. Maintenant, ça se fait dans tout le monde entier. Par exemple, il y a une boulangerie. Dans la journée, ça vend du pain. Le soir, Ludo, il arrive, j'amène mon équipe, j'achète mes steaks, mes légumes et je fais une soirée là et je cuisine pour les gens. Quoi. Alors, vous avez fait un truc aussi, c'est des food trucks. Oui. Et on sait par Twitter où ils sont. Ouais, c'est génial. Je vous dis, hop, là, je suis alors, à midi, je suis sur Melrose et Highland. Et là, vous avez la queue, les gens arrivent pour manger du poulet frit. Quoi. Voilà. Quand tu seras à Bagnolet, tu tweets aussi, parce que j'habite à côté. Ah ouais? Bien. On c'est autre chose. Alors, vous avez été élu chef du futur. Oui, par le New York Times. Alors, faut-il se barrer de France pour s'en sortir? Pour Dominique Strauss-Kahn, non. Non. Je crois qu'on peut le dire. Mais pour vous, peut-être. On oui. va en parler, on va en parler.
On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Éric Brunet qui anime Carrément Brunet sur RMC que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons cette question. France, faut-il se barrer pour s'en sortir ? « 74% des Français n'ont pas confiance en l'avenir de leur pays. Alors, puisque la France est en train de couler, pas étonnant que les plus riches, les plus malins, les plus ambitieux se bousculent vers les canots de sauvetage pour chercher refuge à l'étranger. Faut dire qu'en ce moment, le commandant de bord n'inspire pas franchement confiance aux passagers. Les acteurs, les sportifs, les grands patrons ne sont pas les seuls à quitter le navire. L'an dernier, ce sont 35 000 Français qui ont décidé d'aller vivre à l'étranger. Du coup, l'UMP a obtenu la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur cet exil des forces vives de la nation. Et là, surprise, on a découvert que seulement 3% des Français ont quitté le navire pour partir vivre à l'étranger. Par comparaison, 5% des Allemands se sont expatriés, tandis que 6% des Italiens et 7,5% des Britanniques ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs. N'empêche, le maire de Londres adore se vanter du nombre de Français qui vivent dans sa ville. Il y a 250 000 Français et Françaises à Londres, et donc je suis le maire de la 6e ville française. Sauf qu'en réalité, ce qu'il dit est faux. 225 000 Français vivent dans l'agglomération londonienne, ce qui situe Londres et sa banlieue au 44e rang des agglomérations françaises, entre Pau et Annecy. Alors on s'inquiète parce que de plus en plus de Français partent vivre à l'étranger. Mais la France attire elle aussi des talents venus du monde entier. Selon l'UNESCO, nous sommes le 3e pays au monde qui attire le plus d'étudiants. Alors, faut-il vraiment quitter la France pour s'en sortir ? Cette vision d'une France en plein naufrage, en proie au sauve-qui-peut général, c'est celle de gens comme Éric Brunet, le chroniqueur de droite d'RMC. Il faut partir parce que la France ne sait plus nous aimer, parce que la France fonce dans le mur, parce que le bilan économique de la France est catastrophique, parce que tout va mal. Heureusement, tout le monde ne cède pas au défaitisme et à l'auto-dénigrement. La preuve, le meilleur entrepreneur français de ces 10 dernières années, Xavier Niel, pense exactement le contraire. L'entrepreneuriat en France, c'est fantastique. On est dans un pays formidable. Je sais que c'est entièrement ringard de vous le dire. Je sais que tout le monde vous dit le contraire toute l'année. Mais on est dans un pays fantastique. Alors, qui a raison ? Brunet, le chroniqueur de RMC, ou Niel ? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Éric Brunet, bonsoir. Vous animez Carrément Brunet du lundi au vendredi à 13h sur RMC. Bienvenue parmi nous. Alors, faut-il se barrer pour s'en sortir ? Alors d'abord, il y a le contexte économique, la pression fiscale, la fiscalité des PME est de 65% du résultat commercial en France. Le coût du travail, quand on engage quelqu'un, quand on emploie quelqu'un, le salarié coûte 2 fois le salaire pratiquement à l'employeur. Il y a le droit du travail, les fameuses 35 heures. Et quand on a des problèmes avec son employeur, il y a les prud'hommes qui donnent toujours raison à l'employé d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est la pathologie française. Et malheureusement, on n'est pas assez sévère sur le diagnostic. C'est qu'il y a toujours, dans la planète médiatique et politique, des espèces d'idiots optimistes qui pratiquent la méthode Coué et qui vous disent « Mais non, mais la France est le plus beau pays du monde !» Mais pardon, quand un patient a un cancer généralisé, on ne lui dit pas « Vous avez un rhume, monsieur !» Il se trouve que la France, aujourd'hui, c'est un pays qui va très mal et surtout dont les perspectives ne sont pas réjouissantes. L'Allemagne a mis 15 ans pour se redresser. Mais nous, on n'a pas fait le début de la réforme qui pourrait nous permettre d'être en forme dans 15 ans. Donc, pardon, ça va mal. Et si vous êtes un peu ambitieux pour vos enfants, vos cousins, vous avez envie de leur dire va-t'en, va voir ailleurs, tu reviendras si ça va mieux. Michel ? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce que je viens d'entendre. Je trouve ça hyper démagogique, je trouve ça spectaculaire à peu de frais. Et si vous voyagez, j'ai la chance d'avoir été dans des pays comme la Géorgie, le Rwanda, les Philippines, mais aussi les États-Unis. Les États-Unis qui est censé être un pays Eldorado. Quand vous allez dans les motels, c'est des femmes de 75 ans qui vous servent le café. Elles seraient mieux à la retraite, comme on a ici. Quand les gens veulent se soigner, c'est très, très compliqué. Mais en même temps, je ne comprends pas bien ce que vous faites là, parce que vous avez un discours complètement infernal de notre pays. Et je ne comprends pas. Mais partez, en fait, réellement. Et ça, c'est pas facile.
Ludo, vous n'auriez pas eu la même carrière en France. Non, j'aurais jamais eu une opportunité comme ça. Voilà. À 25 ans, être chef dans un grand relais château, ça ne me serait jamais arrivé. Ben voilà. Mathieu, est-ce que vous iriez faire carrière aux États-Unis? On m'a proposé. Il y a des Arméniens. Il y a Mathieu, Kim Kardashian. Exactement. Elle est arménienne. Ah ouais, putain, on doit être bien là-dedans. Non, en fait, c'est pas le meilleur exemple des Arméniens. Non, et moi, j'ai une chance, et c'est pour ça que j'aime bien la France, parce que pendant 10 ans, j'ai fait mon métier, je montais sur scène, j'ai pas payé d'impôts, je jouais au chapeau, tu vois, et j'ai réussi. Et depuis 3 ans, je gagne ma vie. Je vais vous dire la vérité, je suis très fier de payer des impôts maintenant, parce que pendant 10 ans, eh ben, j'ai profité de ce système-là qui m'a permis de rester à Paris et de vivre de ce que je fais maintenant. Voilà, mais ça, c'est moi. Hein. Michel, vos enfants, vous avez envie qu'ils aillent vivre à l'étranger quand ils seront grands? Mes enfants, j'ai envie qu'ils suivent leur désir. Quand j'entends le discours de Ludovic, j'entends quelqu'un qui a un désir. Ouais. Quand j'entends le discours de monsieur, j'entends quelqu'un qui a peur. Les gens qui vont à l'étranger, c'est pas forcément une fuite, c'est aussi un désir. Ouais. Et ils ne s'empêchent pas la possibilité de revenir. Et vous, vraiment, est-ce que vous aimeriez que vos enfants s'expatrient plutôt que de rester en France? Ah non, c'est-à-dire si l'idée c'est de s'expatrier pour fuir, non. Je veux dire, ils ont peut-être des possibilités ici, mais ils en auront peut-être en Allemagne, en Angleterre. D'accord. Je suis. Vous êtes sur la ligne de Michel, c'est-à-dire le désir avant tout. À 200%. Eric? Aujourd'hui, quand on dit ça ne va pas en France, on passe pour une espèce d'abruti. Il y a un sondage qui vient de sortir cette semaine, Sociovision, un sondage dont on parle peu, qui est très fin, qui interroge des milliers de Français. 60% des Français considèrent que le bonheur est ailleurs, hors des frontières. Ce que je dis là, ce n'est pas les propos éthérés d'un abruti marginal, c'est simplement une perception générale. Non mais le discours est catastrophique de dire tout le monde dit que tout va mal. Je ne crois pas que ce soit un discours qui tire. Vous n'êtes pas décliniste en fait. Voilà. Non, oui. ça tire pas les gens vers le haut, ça tire pas les. Je trouve ça un peu. Vous n'êtes pas du tout marginal, je vous rassure. Vous êtes majoritaire dans ce discours-là. Vous êtes ultra majoritaire, et c'est un discours complètement consensuel et qui joue sur la frustration, sur la colère et sur la peur. Moi, je pense que l'avenir appartient aux pessimistes. Et je pense que faire un bon diagnostic, même quand il est un peu dur. C'est pour ça aussi que la France va mal, oui, mais enfin, on peut aussi s'accrocher aux choses qui vont bien et essayer de les rendre meilleures et d'améliorer. Sans être non plus utopiste, c'est un peu. Si je peux me permettre un dernier truc. On essaye de résoudre une équation qui est impossible, qui est vivre ensemble à plus de 70 millions de personnes et que tout le monde aille le mieux possible. C'est une équation qui est impossible. Je ne suis pas sûr que dans l'histoire du monde, il y ait eu une époque ou un endroit où la vie a été nettement mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je dis. Conclusion alors. Faut-il se barrer pour réussir? Ouais. Non, mais non. Voilà. Moi, je rejoins. Mon grand-père, je suis issu d'un génocide. Mon grand-père est arménien, il est venu en France pour être sauvé. Si je lui dis je me casse de France, mais il me deux baffes dans la gueule. Ah ouais, il me dit mais reste dans ce pays. Il nous a sauvé la vie, ce pays. Voilà, ça sera le mot de la fin. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Eric, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons nos terriens du samedi 20h. Ce soir, Masha Meryl et Michel Legrand. Alors, Masha Meryl et Michel Legrand. En 1964, il y a donc exactement 50 ans, Masha, vous êtes une étoile montante de la Nouvelle Vague. Michel, vous venez de décrocher la Palme d'Or à Cannes avec les Parapluies de Cherbourg. Et vos chemins se croisent lors d'un festival de cinéma sur la plage de Copacabana à Rio. C'est le coup de foudre. Malheureusement, vous devrez attendre 5 décennies avant de pouvoir consommer cet amour. Aujourd'hui, à respectivement 82 et 74 ans, vous venez de vous marier. Oui. Vous nous raconterez notre histoire à 20h. Peut-être. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Salut Gaspard. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Je suis invité là. Non, mais tu devrais être en train de te battre à Kobané, je sais pas, t'es pas kurde? Non, je suis arménien, c'est arménien. Ah ouais, bon, mais arménien, kurde, tatar, c'est peuple d'Asie mineure, quoi. C'est trop loin de l'Europe pour être catholique, pas assez proche de la Chine pour être bridé, quoi. Enfin,
Puis arménien, c'est un entre-deux, quoi. C'est trop classe pour être turc, pas assez chic pour être iranien. Tu vois, en tout cas, moi, je m'étonne que tu ne sois pas engagé, enfin, que tu n'es pas humoriste engagé. Enfin, bon. Tu vois, moi, je comprends, moi, je peux pas, ça. Je suis suisse, donc je peux pas... C'est l'avantage des pays neutres, ça. Tu vois, quand il y a une guerre, nous, on dit pas on va se battre, on se dit non, mais battez-vous. Pendant que vous mettez sur la gueule, on veut bien garder vos économies. Sinon, cette semaine, cette semaine, affaire Jouillet-Fillon. Alors, je ne comprends pas, mais comment ça peut faire polémique? Depuis 4 jours, on parle quand même du déjeuner le plus chiant de la Ve République. Alors, la question, que s'est-il vraiment passé entre Jean-Pierre Jouillet et François Fillon? Vu le sex appeal des deux, je crois que je préfère pas savoir, en fait. C'est vraiment... C'est un nouveau concept. Après le dîner de cons, c'est le dîner de cons sans les mecs qui ont ramené les cons. Hein? Je vois déjà les répliques. Et toi, les chaussettes rouges, tu les mets plutôt avec des mocassins ou des chaussures à glands, tu sais? Bah, ça dépend. Si j'ai un pantalon en velours, une chemise à carreaux, tu vois. À moins que ça se soit passé comme ça. Jean-Pierre, je peux te confier un secret? Bien sûr, François. Je te le jure que jamais de ma vie, sur la tête du déficit à 3%, je ne divulguerai aux 2 journalistes du Monde qui sont actuellement en train d'écrire un livre sur Sarko et qui me cuisinent tous les jours par téléphone. Jamais. T'sais, on tient l'intrigue de House of Cards jouée par Pierre Richard et Jacques Villeray. Bon. Cela dit, faut être précis parce qu'ils n'étaient pas 2, ils étaient 3. Il y avait Fillon, Jouillet, mais aussi, et ça change tout, Antoine Gosset-Grainville. Ah, oui. Ah bah ouais, a priori, rien que le nom, tu sens qu'il a écrit l'anthologie des blagues de Toto, tu vois. Hein? Que des cas d'or, ça. Commémoration du 11 novembre. Alors merci aux poilus, merci vraiment, grâce à vous, cette semaine, beaucoup de Français ont pu faire le pont et partir en week-end prolongé. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants ». C'est clair, maintenant ils arrivent même à leur faire prendre des RTT. Affaire Nabila. Bon, alors, on a l'affaire Dreyfus qu'on mérite. Hein. On sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas. Mais apparemment, si elle dit vrai, son mec s'est déjà blessé tout seul en tombant sur un couteau à barbecue. Bon. Et que là, par maladresse, il s'est pris tout seul une dizaine de coups de couteau dans le torse. C'est con. Là, on tient un champion, hein. Je crois que rien que pour lui, c'est mieux si le dimanche, les magasins de bricolage restent fermés. Hein. Après, on a eu droit à plusieurs versions. Hein. On est passé de la meuf qui s'est fait agresser par un groupe de jeunes à une version où il se serait blessé tout seul, puis elle se serait défendue. Enfin, bon, il y a aussi la version où à un moment, ils ont été attaqués par un caïman, puis ils se sont fait courser par une tribu de papous armés de sarbacane vers la porte de Saint-Cloud, mais c'est trop long, c'est trop long. Et Twitter s'est mobilisé en masse pour Nabila. Enfin, Twitter, soyons justes, c'est la planète orthographe virtuelle, l'Académie française libre. J'ai lu les messages, c'est que du phonétique. Hein. C'est que du... Donc, c'est-à-dire qu'en plus de Thomas, les victimes collatérales s'appellent Monsieur Larousse, Petit Robert et Becherel. Hein. Cela dit, mardi, coup de théâtre, la grand-mère de Nabila parle pour la première fois de la violence de Thomas dans Paris Match. Ouais. Ben, la parole d'une grand-mère, en général, c'est d'une objectivité. Je suis sûr que si tu demandais à la grand-mère de Himmler si son petit-fils est un connard, elle aurait dit « En tout cas, devant moi, il a jamais déporté personne. Hein. » Science. Comète Rosetta. Alors, je résume le truc. En gros, le but du jeu, faire atterrir un drone de 100 kg sur un as de 4 km de diamètre situé à plus de 500 millions de kilomètres de nous, qui se déplace à 55 000 km/h, le tout après un voyage de 10 ans et 6 milliards de kilomètres, pour voir si sur le caillou, il n'y aurait pas, comme qui dirait, une goutte de Volvic ou une trace de Roquefort. Tu m'étonnes que ça passionne Hollande, on dirait la métaphore des conditions idéales pour qu'il puisse être réélu. Tu vois. Mais je l'ai vu la semaine dernière dans son émission, là, comment ça, face aux Français. Ouais. Alors à un moment, il sort une botte secrète. Je vais créer 10 000 emplois d'avenir. Alors le problème des emplois d'avenir de François Hollande, c'est qu'ils sont tellement en avance sur leur temps que quand tu en sors, ils n'existent pas encore sur le marché. Tu vois. Bonne nouvelle. Une branche du Ku Klux Klan serait d'accord pour ouvrir l'association aux Noirs, aux Juifs et aux homosexuels. Heureusement que j'ai vu l'info, j'étais à 2 doigts de payer ma cotisation annuelle. Alors, elle est pas belle la vie ?
C'était Gaston Proust que vous retrouvez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canal+.fr. On passe maintenant à nos terriens du samedi 20h. Macha Merrill et Michel Legrand, rebonsoir. Alors, il y a un son et lumière qu'on utilise dans cette émission quand on parle d'amour avec nos invités. Toutes les semaines. Oh, c'est pas vrai. Dès qu'il y a une histoire d'amour, c'est ça. Et voilà. Tu te rends compte? Tu es Donc symbolique. ce soir, je trouve que c'est particulièrement bien choisi ce soir, puisque vous êtes là. Pour vous, c'est un Oscar, l'un de vos 3 Oscars. C'est extraordinaire. On pense à vous toutes les semaines. Alors, Macha Merrill, vous êtes née le 3 septembre 1940 à Rabat, au Maroc, de parents aristocrates russes, exilés après la révolution bolchevique de 1917. Vous êtes princesse, Macha. Lorsque votre père meurt du typhus en 1947, votre mère quitte le Maroc pour la France. Et là, vous vivez à Paris une adolescence fauchée, bohème et nocturne. Mais c'était des années formidables quand même, parce que il y avait cette émigration russe dont il faut se rappeler que c'était tous les artistes du cinéma, du théâtre, de la musique, ils étaient tous russes. Alors, le bac en poche, vous faites vos débuts à 19 ans dans La Main Chaude, le premier film de Gérard Houry. Ensuite, vous bossez avec Godard, avec Buñuel, avec Piala, avec Fassbinder, avec Lelouch. Vous faites une carrière au théâtre. Et en librairie, vous publiez 6 romans, 3 récits autobiographiques et 4 livres de cuisine. Voilà. Alors, Michel Legrand, vous êtes né le 24 février 1932 à Paris. Votre père, c'était le chef d'orchestre Raymond Legrand. Un jour, vous avez 3 ans, il part chercher des allumettes. Il ne revient pas. Et vous le retrouverez 15 ans plus tard, en fait. Vous serez très liés. Et quand il était en studio et qu'il avait une partition à terminer, il vous appelait. Pour que ce soit prêt à l'heure. Et alors, il y a eu un moment très important dans votre vie, Michel. C'est le jour où vous voyez un film sur la vie de Schubert, avec Tino Rossi dans le rôle titre. Et là, vous dites une pluie de phrases musicales sublimes tombées des nuages. C'était la... Cut. Avec une petite plume noire, il écrit quelques notes sur un parchemin. Cut. Il dirige un orchestre. Cut. Mais je dis, mais c'est pour moi. C'est mon boulot. C'est facile, c'est rien. Formidable, la carrière dans l'air. Alors, après le conservatoire, donc, vous entamez une prodigieuse carrière, faut bien le dire, dès 1956. Avec I Love Paris, vous séduisez les Américains, 8 millions de disques vendus. Et quand vous passez à la télé à ce moment-là, il y a 30 millions de téléspectateurs devant le poste. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est marrant. J'ai fait avec Maurice Chevalier, à propos de I Love Paris, j'ai fait la première émission en couleur du monde. Mais c'est vrai que vous étiez le directeur musical de Maurice Chevalier. Oui, bien sûr, à l'époque, Ensuite, il y a le cinéma, évidemment. Vous travaillez avec Varda, vous travaillez avec Godard. Et puis, Les Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy. Beaucoup, Vous inventez tous les deux la comédie musicale à la française, en fait. Où les dialogues sont chantés. Je vous remercie beaucoup, parce que quand j'ai vu Les Parapluies de Cherbourg, c'était un des plus gros moments de ma vie. Ensuite, alors évidemment, carrière internationale, l'affaire Thomas Crown, dont est issue la chanson Les Moulins de mon cœur. Vous avez un Oscar aussi pour Un été 42, pour Yentl, Barbara Streisand. Enfin bref, vous êtes un génie, Michel. Et là, en 1964, lors d'un festival de cinéma à Copacabana, sur la plage, vous rencontrez Macha et vous allez danser tous les deux. Nous avions un vieil ami qui était Albicocco, Gabi Albicocco, qui nous a dit le soir, il faut que vous veniez écouter de la musique. Et comme nous, tous les deux, nous étions des gens qui aimions le jazz, on y allait, dans des boîtes invraisemblables dans les favelas. Et nous, on n'a pas dormi 1 heure pendant ces 4 jours. Voilà. Et là, à un moment, en train de danser, vous vous regardez tous les deux et vous vous dites « Merde, on s'aime ». On n'a pas dit merde, on a dit on s'aime.
Ah, je me rappelle bien. Merde, on l'a pas dit. Ouais. C'était love at first sight, quoi. C'est ça, voilà. Oui. Ouais. On a su Incroyable. qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre, mais Et d'une là- façon, comment dire, tellement évidente qu'il Ouais. n'y a même pas à se poser la question, discuter. Ça se sent tout de suite. Ouais. On s'est pris la main comme ça, Ah, et on s'est dit, c'est ça. Et là, alors, commence 3 nuits et 3 jours d'amour fulgurant, mais sans sexe. Sans sexe. Vous n'avez pas consommé. La raison était qu'on savait que c'était pas possible. Ouais. Et que donc, il valait beaucoup mieux Ouais. que ça reste comme un rêve. Ouais. Et que ce ne soit pas une histoire conclue. Comme si on avait prévu que peut-être un jour on se retrouverait. C'est vrai que Macha, vous allez vous marier. Michel, Oh là, vous on l'êtes a gambadé, déjà. hein, tous les deux. Vous avez un enfant. Enfin, c'est pas le bon moment. Et là, vous décidez de ne pas créer du malheur autour de vous. Et vous reprenez le cours de vos existences respectives. Et on se fait la promesse de ne pas se rechercher. Et là, pendant 5 décennies, vous allez vous croiser à plusieurs reprises sans jamais céder à la tentation. Il y avait juste un petit pincement de cœur quand vous vous rencontriez. Alors, Michel, vous mariez une 2e fois, une 3e fois. Macha, vous vivez avec Gian Vittorio Baldi. Et pendant les années 70, 80, 90, vous, Michel, vous gardez quand même la petite flamme, hein? Ouais. En revanche, vous, Macha, vous effacez le truc. Bah oui, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, Il faut avancer, il faut pas s'ouvrir. Ouais. Et puis je pense en plus que tout de même c'est l'histoire d'un refus. Il n'a pas divorcé pour vous. Mais voilà. Ah, quand même, tu m'avais pas dit ça auparavant. C'est la première fois que tu lances cette fusée. Non, mais c'est vrai. Bien sûr que tout est vrai, mais c'était au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que. Oui, c'est vrai. C'était pas écrit, c'était pas prêt, c'était pas bien. Voilà. Non, on aurait raté, on n'aurait pas réussi. Et puis récemment. Ah, voilà. Début 2014, donc, tout se réveille en une seconde. Michel vient vous voir au théâtre. Et là, les retrouvailles sont fulgurantes. Alors, premièrement, Michel venait de se séparer de sa dernière compagne et moi, j'étais seule depuis 2 ans dans une solitude assez confortable. Oui, absolument. Et puis, il se présente. J'ai senti, pendant que je jouais, ça va t'amuser, Bérénice. Ah oui? Pendant tout le spectacle, je savais où il était dans la salle. J'ai senti ses yeux. Il ne m'a pas quitté pendant tout le spectacle, comme un laser qui me regardait. Et à la fin, nous sommes allés dîner avec les comédiens, les copains. Il a pris ma main, comme ça, de nouveau. Et il m'a dit, je t'épouse. Ah, j'ai dit, attends, du calme. Je dis, quand même, qu'est-ce que c'est que ce jeune homme exalté? Et c'était vrai. Alors, last but not least, quand même, c'est qu'il faut dire qu'au lit, ça va bien. Non, mais c'est important. C'est formidable. Ben voilà, c'est important. Quand même. Parce que non, oui, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'en fait, ce désir ne s'arrête jamais. Et ça, c'est très rassurant pour les gens de mon âge. Mais la sexualité, c'est de la création. Oui. Alors en plus, moi, je vais ajouter une chose. Je pense que l'amour, c'est pas une affaire de jeunes. Parce que quand on est jeune, il y a tellement de trucs qu'il faut réaliser. Oui. Il faut faire plaisir à la famille, il faut faire plaisir à la société, il faut faire des enfants, il faut gagner sa vie, il faut bien les élever, il faut s'épanouir, il faut réussir, je sais pas quoi, il faut rester drôle, il faut rester sympathique. C'est infaisable. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Et personne n'y arrive. Tandis que nous, on n'en est que pour nous. On est que pour l'amour. On est libre. C'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, c'est maintenant que je vis ma vraie jeunesse. Ah oui. Mais ma folle jeunesse, ma formidable jeunesse. C'est génial. Il va pleurer, regarde. Bon, enfin, vous vous mariez le 16 septembre 2014 à Monaco. Oh, voilà, tous les deux, les jeunes mariés. Voilà. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Jean-Mi. Merci à Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. The Search, ça sort le 26 novembre. Raymond Domenech pour Mondico, passionné du foot chez Flammarion. Ludovic Lefebvre, bon retour à Los Angeles. Mathieu Madénian pour De Pire en Pire au Cherche Midi et toujours en tournée dans toute la France.
Éric Brunet de RMC. Merci, merci à tous les deux, Macha et Michel. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les terriens! Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.